Il y a 100 ans, plusieurs milliers de lettres expédiées depuis différents pays étaient curieusement à destination d'un même petit bourg chinois, en l'occurrence le bourg de Songkro. Le gouvernement de la dynastie des Qing créa en 1896 la poste du Grand Empire Qing et depuis lors la prestation du service postaux a été maintenue, même durant la période de la République de Chine. Sur les lettres à destination de Songkro, on n'avait pas besoin de mentionner les noms du pays ou de la province destinataire. Pourquoi un petit bourg était-il si connu? Quels étaient les liens entre les expéditeurs de ces lettres et ce lieu appelé Songkro? Le bourg de Songkro faisant partie du district de Messienne, municipalité de Meizhou, à 40 km du centre-ville de Meizhou. C'est un bourg antique au bord d'une rivière. Comme la plupart des jeunes du bourg sont partis travailler comme salariés ailleurs, on y voit aujourd'hui seulement une rue antique, flanquée de bâtiments d'arcades et très peu d'habitants. Une ambiance un peu morne y règne. Cependant, ce fut réellement la destination des lettres susmentionnées il y a 100 ans. Shen Qingzhao, 84 ans, ayant passé la plupart de son temps à Songkro, sait résumer l'histoire des ressortissants d'origine de Meizhou en une chanson folklorique qu'on chantait il y a 100 ans. Shen Qingzhao et ses amis chantent pour nous cette chanson d'amour folklorique Hakka. En effet, les Hakka de Songkro composent souvent des chansons de leur vie. Ses amis reconstituent maintenant une scène où on se disait adieu, il y a 100 ans, dans le bourg antique de Songkro. 送龙送到河船头，意思就是送到那边就是上船了，送到那里我就分配了。哎，你上船了，哎，坐船走啊，要坐那个大船去出南洋啊，就一天要坐这个船。一老婆他就送龙送到那个河船头，就送到船边啊，送到船两个木树啊，要再见啦哦。 Dans le secteur central du bourg de Songkro se trouvent ces marches à descendre pour arriver à l'ancien appontement pour les bateaux à vapeur dont on parle dans la chanson. Dire qu'il y a 100 ans, des dizaines de milliers de personnes les ont descendues pour embarquer sur des bateaux à destination de Shantro, première étape de leur voyage, en descendant la rivière Médiang. Ils feront une petite halte à Shantro avant d'être transbordés sur de gros paquebots à destination du Nanyang, un autre appontement inconnu dans leur vie. Alors pourquoi les hommes de Meizhou ont-ils voulu quitter leurs femmes et leurs familles pour aller vers le Nanyang? Voici une photo satellite de télédétection de la municipalité de Meizhou. Les collines représentent 85% de l'étendue de cette région. On habitait tout juste devant les collines il y a 100 ans. La superficie des terres cultivables était trop limitée pour nourrir une forte population locale. Les ancêtres des habitants locaux avaient migré il y a plusieurs milliers d'années de la plaine centrale dans le Guangdong, et d'où le nom de ces communautés Hakka. Comme la vie était très dure sur leur terre natale, les Hakka pensaient à changer leur destin en allant au Nanyang, tenter leur chance même au risque de leur vie. L'appontement pour les bateaux à vapeur de Songkro devint alors une station de correspondance de leur destin. Des aigles aux ailes déployées, des têtes de fauve en bas-relief, le design de lions sculptés, le péristyle romain. Chaque fois qu'on voit ces signes occidentaux, on prend ce bâtiment pour une architecture étrangère. C'est pourtant un bâtiment de style occidental baptisé pavillon Lianfang, situé à 40 km du bourg de Songkro. Qui était le propriétaire de ce pavillon, inauguré en 1934, et richement décoré de signes occidentaux? Quel fut son coût de construction? Ces deux questions intriguent tout visiteur de nos jours. Oh. 403，就是403元这样子。
Ces 20 livres de comptes ont enregistré et ventilé toutes les dépenses détaillées au centime près pour la construction du pavillon Lianfang entre 1931 et 1934. Le coût de construction total s'éleva à 240 000 pièces d'argent. Alors que dans la même période, un agent de police de Shanghai pouvait toucher seulement 13 pièces d'argent par mois. En extrapolant ainsi, la somme dépensée pour la construction du pavillon Lianfang aurait été suffisante pour payer un an de salaire de 1600 policiers de Shanghai à l'époque. 当时的洋灰是我们本地产的，不是，外货。你们说还有桶吗？荷兰有，也是外地回来的，全部都是外地回来的。荷兰你这里也没有洋灰，哪里有？那时候那里有洋灰啊，只有石灰。Le concepteur du pavillon Lianfang était un Néerlandais. Ses constructeurs venaient de Chaozhou et les matériaux de construction et de décoration étaient importés. L'inauguration de ce bâtiment permit aux gens du pays d'assister à un miracle créé par l'un d'entre eux. Dans la grande salle du pavillon Lianfang est accroché contre la paroi un panneau sur lequel est inscrite l'histoire du développement du clan dont faisait partie le propriétaire du pavillon. Celui-ci partit vers 1900 pour travailler en Indonésie. Au bout de 28 ans de dur labeur, il put fonder une société familiale nommée Fuliang et spécialisée dans les secteurs de l'alimentaire, du caoutchouc et du textile. Durant la même période, un nombre croissant de ressortissants originaires de Meizhou firent leurs efforts couronnés de succès. Alors que des matériaux importés destinés à la construction du pavillon Lianfang étaient débarqués avant d'être transportés dans le bourg, Shen Qingzhao se morfondait à attendre le retour de son père sur le même quai et sur les mêmes marches. 公伯婆保佑我全家平安，万事如意。他存没有好多钱，就一年呢寄2次钱。过端午节的、过年啦，就寄2回钱回来。在哪里去世？就是在印度尼西亚吧，印尼啊，他哪去世的？在印尼去世的。就是从这儿走了，再没回来了。他就犯了心脏病，就在外边印尼去世了。 Le père de Shen Qingzhao ne fut pas le seul homme originaire de Meizhou à mourir dans le Nanyang. Dans le temps, beaucoup de ressortissants originaires de Songkro menaient une vie très dure dans le Nanyang, si bien qu'ils étaient dans l'impossibilité de retourner dans leur bourg natal. Et leurs compatriotes ayant réussi devenaient à Meizhou des idoles pour les nouveaux candidats à l'émigration. Or, les chercheurs d'or de Meizhou devaient à l'époque mobiliser toutes leurs ressources financières pour pouvoir embarquer sur un bateau à vapeur. Wei Jinhua est un collectionneur de Meizhou. Parmi les papiers d'identité qu'il a acquis, certains sont difficiles à comprendre. Voilà, c'est la licence professionnelle pour un métier spécial à Songkro, à savoir le passage de migrants. 冯丽这个人就是说水客。 水客他把这个另外一个人啊，带到那个石勒就是石勒是不是新加坡新加坡的一个地方，后府堂他一个堂号，他是做诚意生意的2月初2领取顺丰金。你带他出去了以后，然后呢就是说你把人交给他，交给他，他就把你带路费啊，打印你多少钱顺丰金，25块，就2000了。Il y a 100 ans, 25 pièces d'argent valaient la quasi-totalité des biens d'une famille ordinaire. Et un passeur pouvait vivre largement à Songkro des commissions ainsi obtenues. Dans les yeux de certaines personnes, il n'y a aucune différence entre un passeur d'autrefois et un passeur d'aujourd'hui. Mais à l'époque, le passeur était dûment titulaire d'un permis d'exercice officiel délivré par le gouvernement. 民国29年，29年就是40年，一个叫谢绍轩的人，谢绍轩的人，对，这是他个人的一个证件，这是一个行业的一个水客执照啊。梅县人民政府，梅县政府，这是51年的啊，他带的亲人啊，都是基本上他一个姓池的，非常说是他的什么其他亲属，他熟悉，比如你大陆的人也是熟悉的人，我才给你带出去啊，不然你带出去卖到其他地方去，不是麻烦是吧？对。
所以说现在外面的华侨很多都是一村一寨的人。Dans le temps, le père de Shen Xinjiao, animé d'un désir ardent de réaliser le rêve de sa famille, partait vers le Nanyang sous la conduite d'un pasteur. Qu'est-il devenu depuis? Shen Xinjiao se contentait d'attendre ses lettres. 这个呢，中国汕头、梅县、松口也是松口到龙文，龙文现在一个镇，现在松口也是一个镇。就是说，从南洋寄回来的信，经过汕头到松口，再送到梅县的各个地方。哎，对，所以松口就是一个港口，这个中转点、中转站。这上面也是，都是松口，直接写汕头市松口。咱的松口镇没梅县了，没错，这个也是啊，松口、艳阳。松口啊，松口哪个省都不用写了，不用写了。对对对，你到了梅州说松口的，人家就知道了，所以说不用写了。Les lettres expédiées depuis le Nanyang convergeaient vers le bourg antique de Songkro, d'où elles étaient acheminées dans divers villages. Tous les lecteurs de ces lettres désiraient ardemment pouvoir lire des mots comme la fortune ou la réussite, mais ils finissaient par s'abîmer dans le désespoir. Voici une lettre qu'un ressortissant chinois écrit à son petit frère. On est ici au printemps. Il fait un temps charmant. J'ai quitté Songkro il y a 9 ans. Je me languis de notre mère. Il doit se morfondre à attendre mon retour, mais je suis dans l'impossibilité de te dire quand je pourrai retourner à notre village, à cause de mon incapacité. Je ne sais non plus ce que je vais devenir. La nuit est avancée. À l'idée de tout cela, j'ai le visage mouillé de larmes. Dans le dialecte Hakka, on appelle la lettre Pi, et les lettres expédiées depuis le Nanyang étaient appelées Tiaopi. Wu Jinhua se rend compte, de par ces milliers de lettres Tiaopi, que la plupart des ressortissants originaires de Meizhou menaient une vie très dure.玉水乡是我们梅县的一个地方，玉水乡交易杨应贤先生，那就他就是侨父了。这个人在南洋做工，通过水客带给他父亲。对，这一封信是带了6块钱，6块大洋。我这筐里面都是一个杨应贤家族的啊，这封带了2块，2元。像这个他带了也是6元啊，这是2元。La ville de Singkrawang est située au nord de la province du Kalimantan de l'ouest de l'Indonésie. Le fils de Yang Yinsien y arriva il y a 100 ans après un long voyage en mer de 2700 km. Il menait une vie ascétique et rude pour tâcher d'envoyer tous les 6 mois un peu d'argent à sa famille. Cependant, parmi les immigrants originaires de Songkro, certains ont pu réussir à changer leur destin. Zhang Huanjiang, un collectionneur, va dénicher des bibelots à la campagne pendant les fêtes et les jours fériés, notamment à Songkro, qui, de par ses propres expériences, est un lieu regorgeant de trésors à dénicher. Ce ne sont pas des reliques culturelles très anciennes, mais surtout des articles d'usage quotidien comme le pinceau, le papier, l'encre de Chine, la pierre à encre, datant des dernières années des Qing ou des premières années de la République de Chine. À part cela, il y a aussi beaucoup de bibelots de fabrication occidentale. 200块啊？200块。能不能走啊？能走，要洗一下油嘛。老的东西没有洗油就走不了了。算便宜点，我给你成交一个。那就100包吧。可以。好，成交。好，谢谢。Ce papier découpé, un motif du double bonheur, signe emblématique du mariage traditionnel chinois, est appliqué sur une pendule occidentale. Qui a mis côte à côte ces deux signaux culturels tout à fait différents l'un de l'autre? Plus de 300 pendules et montres de fabrication occidentale constituent la fine fleur de la collection de Zhang Huanjiang. C'est une pendule Jaeger-LeCoultre. Un produit de cette marque est considéré comme un luxe, même aujourd'hui. Cette pendule est décorée de 2 anges de la Bible.
Ces deux pendules de fabrication allemande sont ornées chacune de deux personnages occidentaux. Quand ont-elles été importées en Chine? Qui étaient leurs propriétaires? Et comment ont-elles atterri à Songkro? 我小时候在华侨这个见过啊，都基本上都会有的。华侨家里面都有这些洗脚钟，因为国内不会生产嘛，都是靠华侨带回来的啊。他们都是表示想要自己富有，是这个意思。C'étaient des Chinois riches, ayant des centres d'intérêt particuliers. Alors que la plupart des Chinois n'avaient aucune idée du monde extérieur il y a 100 ans, ces ressortissants introduisaient en Chine de la musique exotique. C'étaient des Chinois d'outre-mer originaires de Meizhou, expéditeurs des lettres susmentionnées et créateurs de surprises pour leur bourg natal de Songkro. Un jour au petit matin, il y a 80 ans, les habitants du bourg antique de Songkro aperçurent soudain que le bâtiment nouvellement construit dans leur bourg avait désormais un nom. 前面是 hotel， 应该是酒店、旅店。是英文，是什么意思啊？是我们松考松冈的音译，地方话的客家话。客家话的音译，琼冈。在解放前呢，我们梅州地区最漂亮的旅店。那时候出南洋的有钱的旅客是住在这里。附近还有15家旅店。 有高档的，有中档的，这个就最漂亮的旅社。 C'était la légende d'un autre Chinois d'outre-mer. On n'osait même pas deviner le coût de construction de cette superbe propriété. On se souvient seulement de ceci, un grand nombre de ressortissants chinois possèdent une grande fortune grâce à leur intelligence et diligence. Leur retour en grand apparat a lieu sur le même quai d'où ils sont partis en bateau à vapeur. En ce moment, leur fierté ne saurait succomber à la splendeur de cet hôtel. 现在没有人住了。哦，哈，这么大？是啊，很大，还有楼上了。带你上楼上走一走啊。这完全是西式的栏杆。是西式的栏杆，以前是很豪华的喽。解放前啊，那个50年以前啊，这里是可以说是5星级的旅店了。现在就没有人住了。 L'hôtel Songjiang est laissé à l'abandon depuis longtemps. Mais à l'époque, de nombreux dignitaires et seigneurs, ainsi que des Chinois d'outre-mer, y bénéficiaient de services de luxe. Beaucoup de gens étaient fiers de pouvoir y descendre. Les rapatriés auraient remarqué ceci. Dans la rue devant l'hôtel, l'ancien relais de passage de migrants fonctionnait toujours. Il finançait la construction de bâtiments d'arcade abritant des magasins. Sur chaque comptoir de ceux-ci était placée une pendule de fabrication occidentale. Leurs étagères étaient remplies peut-être de cigares cubains, d'articles en étain malais ou de tissus japonais. Le bourg antique de Songkro ne tarda pas à devenir ainsi le plus grand centre commerçant de la région. À la longue, les habitants de ce bourg antique étaient de plus en plus habitués aux surprises. Le 27 mai 1918, un fonctionnaire vêtu de blanc et sous l'escorte d'un peloton de soldats passa à la hâte par le dit quai avant de poser le lendemain devant une résidence de proximité de Songkro. C'était le docteur Sun Yat-sen, alors président intérimaire de la République de Chine. Les habitants locaux n'en croyaient pas leurs yeux. Le docteur Sun Yat-sen voulait habiter ici, dans ce bâtiment à étages de style occidental baptisé Aichunlo, avec 36 chambres ou bureaux et construit en 1916. On ne comprenait pas pourquoi cette figure étonnante, installée au sommet de l'État, avait choisi d'habiter dans cette maison. Car dans le temps, des bâtiments de style occidental comme celui-ci
construit par des ressortissants chinois, était légion à Meizhou. 我听我爸说是他是做这个房子，看不清楚了。这应该能。你一个房子写，你看看这儿，参，这是一个参字吧？是一个参吧？参就是参谋是参谋，参谋长是。 Le propriétaire du bâtiment Aichunlo s'appelait Xie Tia. Il était parti pour le Nanyang afin de gagner sa vie en 1900. Après avoir fait fortune, il ouvrit un salon de lecture en Indonésie au lieu de continuer à financer le développement de son entreprise familiale. C'étaient pourtant des lecteurs déguisés. En réalité, il profitait de cet endroit pour grappiller clandestinement des fonds destinés au déclenchement d'une insurrection en préparation. La personne au centre de cette photo est Xie Tia, directeur du dit salon de lecture. Il avait encore un autre titre, membre de la Ligue jurée de Chine, alors dans la clandestinité. Les personnes figurant sur cette photo, ennemies de la cour impériale Qing, bravaient la mort, mais risquaient d'impliquer leur famille. On ne peut s'empêcher de poser cette question. Pourquoi ces Chinois d'outre-mer nantis ont-ils choisi de s'engager dans une voie jonchée d'embûches? 华侨在国外都没有地位的，因为国家很贫穷，人家看不起，到什么地方的人家都外国人欺负我们华侨的，也就是可能国家腐败，他们认为应该建立一个富强国家。 La Chine avait subi la défaite de la guerre sino-japonaise en 1894 et 6 ans plus tard, soit en 1900, l'armée coalisée des 8 puissances impérialistes occupa Beijing. Xie Tia quitta son village natal pour le Nanyang la même année. Encore 3 ans plus tard, la Chine fut victime de l'invasion du Tibet par l'Angleterre. Les Chinois qui travaillaient dans le Nanyang entendaient surtout de mauvaises nouvelles pareilles en provenance de leur mère patrie. Ils réalisaient peut-être à l'époque la prospérité ou le déclin de la Chine déciderait de leur sort à l'étranger. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Meizhou quittèrent leur terre natale par Songkro il y a 100 ans sans savoir qu'ils deviendraient les premiers Chinois à connaître le monde extérieur. Les gramophones, les pendules et les montres qu'ils avaient apportés en Chine ont réveillé pour la première fois la curiosité des Chinois pour le monde extérieur. D'aucuns pensent que Songkro est une vieille photo de Meizhou et que sa splendeur d'antan était due dans une grande mesure à son incapacité de s'en sortir. Aujourd'hui, ce bourg antique dans le sud du pays fut le témoin de leurs rêves et de leurs aventures torrides. Wang Guoyin travaille depuis plus de 2 mois à ce tapis de laine et de fil d'or au motif de dragon. Tapissière de carrière depuis 25 ans, elle ne se rappelle plus combien de tapis elle a tissé. Cependant, elle sait parfaitement que chacun de ces tapis est imprégné de ses sueurs et de ses soins. Ces tapis tissés à la main s'appellent tapis du palais. Né dans le Ningxia, dans le nord-ouest du pays, ce tapis, introduit dans la capitale, fut hautement apprécié par l'empereur et devint un produit réservé à l'usage impérial, d'où le nom tapis de palais. Les motifs des tapis de palais présentent différents styles. Style de Beijing, des ethnies minoritaires, du brocart, des fleurs et oiseaux, et style antique. Le respect de la symétrie est la règle d'or pour les motifs. Dans l'Antiquité, les tapis de palais à placer dans les différents lieux durent être réalisés dans différents motifs. Par exemple, sous les Qing, seul l'empereur avait droit au motif du dragon à 5 pattes. Les princes et ministres, chez eux, ne purent posséder que des tapis au motif des 4 trésors du cabinet du lettré, des fleurs, des oiseaux et des insectes. Tous ces motifs représentent le bonheur et la prospérité de la maison. Une fois le modèle du dessin conçu,
on l'agrandit proportionnellement à la taille du tapis à tisser. Ce modèle comporte non seulement des motifs de la même taille, mais aussi des marques que les designers ont mises pour les fils de différentes couleurs à utiliser. Pour les fils, il existe une palette de couleurs. On en distingue 30 à 40 environ. Le tapis de palais est tissé entièrement à la main. Le savoir-faire adopté est le croisement des trames et des chaînes. On accroche et on fixe en premier lieu les chaînes. Le nombre de chaînes et leur longueur ont été calculés au préalable en fonction de la taille du tapis et du procédé utilisé. La disposition des chaînes doit être d'une densité homogène, sans croisement. Rien que l'accrochage de ces chaînes demande 3 jours de travail environ. On ne commence à tisser le tapis officiellement que quand il y a la trame. Dans le métier, on appelle cette opération « planter la laine ». D'après le modèle, on fixe, tranche par tranche, les fils de trame de différentes couleurs aux chaînes en y faisant un nœud papillon. Et d'un coup magique de la main, le fil de trame est fixé à 2 chaînes par un nœud. Quel que soit le motif du tapis et quelle que soit sa taille, tout commence par ce point pour étendre à une ligne, puis d'une ligne à une surface. Ainsi, le tapis prend sa forme petit à petit. La qualité du tapis est directement liée à la densité de ses nœuds papillons. Plus la densité est grande, plus la qualité est meilleure. Ce râteau de fer assez lourd sert spécialement à raffermir les fils. Une surface de 30,48 cm² compte respectivement 120 chaînes et 120 trames. On y fait plus de 14 000 nœuds. De là, on peut imaginer combien de temps et d'énergie un tapis de palais demande à l'homme pour sa confection.